Bonjour, je suis Clément Dagnès. Vous venez de rejoindre l'État-Major, le podcast de l'Express consacré aux questions de défense. Parmi les personnalités controversées de l'équipe Trump, vous avez peut-être vu le visage de Pete Hegseth. Il est le nouveau secrétaire à la Défense et il y a un sujet qui l'inquiète vivement, la féminisation de l'armée américaine. Présentons-le. Pete Hegseth est un vétéran de la guerre en Irak, un ex-présentateur sur Fox News et l'un des plus radicaux des Trumpistes de la mouvance d'extrême droite MAGA. Pour lui, les femmes ne sont tout simplement pas assez fortes pour servir dans l'infanterie, les unités de blindés et plus largement pour faire du combat terrestre. Les États-Unis ont pourtant l'un des taux les plus élevés de femmes dans l'armée, 18%. Devant eux, Israël, avec un taux de 33%, et la Hongrie, 20%. D'ailleurs, la France se classe bien sur le sujet, elle est 4e, avec 17% de femmes dans les rangs de l'armée française. Aujourd'hui, une telle vision, celle de Pete Hegseth, mérite d'être interrogée. Mais une chose semble acquise, plus que jamais les armées modernes ne peuvent se passer des femmes. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui la sociologue Camille Boutron. Elle a mené pendant plusieurs années des travaux sur de tels sujets au sein de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Elle a publié il y a quelques mois un livre dont voici le titre « Combattantes, quand les femmes font la guerre » aux éditions Les Pérégrines. Bonjour Camille Boutron. Bonjour. Je viens d'évoquer le nouveau secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth. L'argument du défi physique est-il recevable pour exclure les femmes des opérations de combat ? Alors absolument pas, bien sûr, puisque sans nier les différences physiologiques entre les hommes et les femmes, elles existent, c'est quelque chose de concret. Il n'empêche qu'on a des femmes militaires, ou pas militaires d'ailleurs, on n'a qu'à voir dans les Jeux Olympiques, qui sont bien plus fortes, bien plus en forme, bien plus capables d'exploits physiques, on va dire, que plein d'hommes. Celui qui est bedonnant devant sa télé avec sa bière, il sera probablement moins efficace sur le front qu'une jeune femme athlétique. Donc c'est un faux débat, en fait, pour moi. Ce n'est qu'en 2013 que l'armée américaine a permis formellement aux femmes de combattre, j'ai découvert. Pourquoi ce moment-là, justement ? Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, il faut quand même savoir que la question de la place des femmes dans les armées font l'objet, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, de mobilisation, de demandes, de revendications qui elles-mêmes s'inscrivent dans un cadre plus large de mobilisation pour une plus grande égalité femmes-hommes dans les sphères professionnelles. Et c'est souvent à partir de ça que la place des femmes dans les armées devient de plus en plus importante. Parce que les armées doivent répondre aux lois nationales d'égalité et de parité. L'autre aspect aussi, c'est qu'on a la guerre en Afghanistan et en Irak, où l'armée américaine, mais pas que, s'est rendu compte que les femmes avaient un avantage stratégique et surtout tactique, parce qu'elles pouvaient plus facilement approcher les femmes des communautés locales. Donc, les fameux bataillons féminins, les Leoness Battalion, on a tout un ensemble de pratiques. Donc, les femmes étaient sur le front, en fait. Et vu qu'on s'est rendu compte que les femmes étaient sur le front, il devenait difficile de continuer à les maintenir en marge des fonctions combattantes. Il faut savoir, un dernier point, que c'est important de pouvoir accéder aux fonctions combattantes. C'est pas tellement parce que les femmes veulent absolument combattre et ont la rage de combattre comme les hommes. C'est aussi qu'en fait, dans une armée, quelle qu'elle soit, le capital symbolique, social qu'on se forme pour pouvoir monter en grade, faire carrière, devenir quelqu'un d'important, enfin comme tout un chacun peut aspirer à le faire dans sa carrière professionnelle en fait, passe généralement par une expérience du combat. C'est ça qui donne un capital, qui donne l'aura. Et donc en fait, en enlevant les femmes des zones du combat, forcément on va les limiter dans leur possibilité de faire carrière. Donc c'était un vrai enjeu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, derrière la pensée de ceux qui ne comprennent pas l'intérêt d'avoir des femmes combattantes, l'idée qu'une femme, ça ne doit pas aller au front car ce serait se priver de mères et donc de leurs enfants, des potentiels combattants. Alors, c'est pas complètement ridicule comme vision parce qu'en fait, souvent quand on pense à la guerre ou au combat, on ne voit que le front, que ce qui se passe au moment du front. Mais pour arriver au front, il faut bien s'organiser. Enfin, il faut bien faire de la recherche en innovation de défense, il faut bien avoir des politiques, il faut bien avoir un budget.
Et notamment, les théories féministes, elles parlent justement des maternités militarisées. On a Cynthia Inlow qui en parle pas mal, qui montre que souvent les politiques sociales de natalistes, elles servent avant tout à pouvoir renouveler la main-d'œuvre combattante. C'est typiquement la France dans l'entre-deux-guerres. On peut analyser les politiques natalistes un petit peu aussi dans ce sens-là. Donc c'est pas complètement dingue. Mais en même temps, les femmes, on en a besoin pour combattre, parce que maintenant, la plupart des armées du monde reposent sur l'engagement volontaire, moins sur la conscription. Alors, si on se prive des femmes, on se prive quand même d'un sacré potentiel de recrues, quoi. Donc, ça, c'est pas un argument non plus qui tient très, très bien. Et puis, pour autant, on sait que de nombreuses guérillas comptent des femmes dans leur rang. C'est en particulier le cas de celle d'Amérique latine que vous avez étudiée, justement. Alors oui, de façon générale, les femmes, elles ont toujours été présentes sur les champs de bataille. Alors, pas autant que les hommes, pas dans la même proportion, ça c'est sûr. Mais l'exclusion des femmes de la guerre, c'est finalement quelque chose de, entre guillemets, relativement récent. Et c'est une idée un peu reçue qu'on a. Après, ce qu'on observe, après la Deuxième Guerre mondiale, les guerres d'indépendance dans le contexte de la décolonisation, et puis éventuellement les guérillas marxistes en Amérique latine, on a une présence accrue de femmes. Alors pour un petit peu, toujours cette question de la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il faut recruter. Enfin, c'est des guérillas. Alors on peut faire du recrutement forcé et tout ça, mais ça suffit pas. On a besoin des femmes en fait. On a besoin des femmes pour grandir ses rangs. Mais aussi la participation des femmes dans les guérillas permet de renforcer la légitimité de ces guérillas qui ont quand même un discours révolutionnaire, de changement social, de modernisation de la société, etc., etc. Et souvent, pas toutes, mais souvent ces guérillas, alors je pense au Sentier Lumineux au Pérou, les FARC pas tellement, ça c'est venu après, mais dans d'autres cas, la People Liberation Army au Népal, enfin, on va d'une manière ou d'une autre intégrer la question de l'émancipation féminine au sein de leur idéologie. Alors, c'est surtout plus du discours qu'une réelle complète transformation de leur vision, mais ce qui leur permet de ménager un espace aux femmes et aussi de se présenter d'une certaine façon face à l'adversaire, plus moderne, plus juste, plus légitime. Donc, c'est assez stratégique d'avoir des femmes dans ces rangs, en fait. Pour parler de la France, le taux de féminisation des armées y est de 17%. Il y a proportionnellement moins de femmes dans l'armée de terre. C'est autour de 11-12% que dans la marine, c'est 16%. Et l'armée de l'air et de l'espace, où c'est presque un quart des effectifs. Comment on explique cette différence ? On l'explique de plusieurs niveaux. Les armées françaises, c'est extrêmement compliqué, en fait, parce que déjà, on a soldats du rang, sous-officiers, officiers. C'est des univers assez complexes et c'est pas tout à fait les mêmes. On a les officiers qui vont être officiers de carrière, donc qui font les écoles. On a les officiers sous contrat. C'est un peu complexe. Ça paraît un petit peu ennuyeux de se dire, oh là là, il faut se pencher sur toutes ces nuances-là, mais elles sont quand même un peu importantes pour comprendre. Pour aller le dire rapidement et pour dire un bon gros mot féministe, on observe dans les armées françaises ce qu'on va appeler une division sexuelle du travail. C'est-à-dire une forme de répartition des tâches et des espaces entre les hommes et les femmes qui correspond aux représentations hégémoniques, dominantes du genre, avec l'idée que les hommes, ils combattent, ils ont une forme d'agressivité, d'appétence au combat naturel, tandis que les femmes, a priori, c'est pas trop leur truc. Elles seraient plus des gestionnaires, des spécialistes, des soignantes. Voilà. Le service de santé des armées, il y a plus de femmes que d'hommes, par exemple. Je crois qu'elles sont 52 ou 53%. Enfin voilà, pour vous donner un exemple. Donc quand on regarde ensuite dans les détails, l'armée de terre, qui est l'armée la plus combattante, entre guillemets, alors même si là, je pense à des aviateurs ou des marins qui vont me dire « Ah non, mais bon », qui est la plus, entre guillemets, agressive, apte au combat, appétente pour le combat, nécessairement, on aura moins de femmes. Et aussi, les femmes dans l'armée de terre, elles vont plutôt se diriger vers des spécialités ou des types de missions ou des postes qui seront considérés comme plus cohérents par rapport à leur genre. Dans l'armée de l'air, en fait, l'armée de l'air, on a vraiment eu... Pour le coup, l'armée de l'air, c'est une armée de spécialistes hyper pointus. Et quelque part, la fonction combattante, qui reste quand même un peu au cœur de certaines représentations d'idéal viril combattant de l'armée de terre,
On n'a pas du tout ça dans l'armée de l'air. On a vraiment plutôt une armée spécialiste avec des techniques extrêmement différentes. Mais après, si on regarde l'armée de l'air, les pilotes de chasse, on n'a pas une femme, là, je crois, en ce moment. On en a eu, mais je crois que là, enfin, je suis plus très au fait de l'actualité. Mais voilà, là encore, on a cette division, finalement. Et je suis moins spécialiste de la marine. Mais en fait, voilà, c'est surtout comme ça qu'il faut regarder les choses. Et comment la place des femmes au sein des armées françaises a évolué plus largement depuis la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'il y a peut-être eu un impact aussi de la professionnalisation qui a été décidée au milieu des années 90. Oui, bien sûr. Alors, on ne va pas refaire tout l'historique, je pense, de la féminisation des armées. Ce serait long et peut-être ennuyeux pour vos auditeurs et auditrices. Mais clairement, la Deuxième Guerre mondiale n'est pas le premier événement où on a des femmes, en fait, qui viennent au front. Hein, mais on peut commencer là, mais on en a besoin, en fait. Déjà dans les années 70, où on voit apparaître les premières lois d'égalité professionnelle, on a les écoles d'officiers qui vont s'ouvrir aux femmes, avec des quotas. Donc on a quand même progressivement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a quand même progressivement une présence féminine au sein des armées qui se fait sentir. C'est sûr que l'abandon de la conscription, du service militaire et la professionnalisation a été un tournant puisque on ne comptait plus que sur une armée de volontaires et là, on ne peut plus se passer de la moitié de la population. C'est quand même toujours la même rengaine. Donc, on a eu un boom dans l'entrée des femmes. Après, finalement, ce qui a vraiment, je pense, fait la différence, c'est au tournant des années 2010, les lois Sauvadet de parité dans l'encadrement, de parité femmes-hommes dans l'encadrement de la fonction publique, le plan mixité qui a été lancé par Florence Parly, toute cette période 2012-2022 à peu près, on a un certain nombre de mesures qui se mettent en place et qui vont quelque part pas tant favoriser le fait qu'il y ait plus de femmes, mais en tout cas faire en sorte que les femmes dans les armées et accès à une plus grande diversité de postes, de capacités, puissent développer et dérouler leur carrière comme le font les hommes, en fait, ce qui était quand même pas vraiment le cas avant. Oui, parce qu'on remarque qu'elles sont finalement assez peu nombreuses au sommet de la hiérarchie militaire. Là, vous touchez le point important, et qui est d'ailleurs un enjeu, qui est traité au ministère des Armées, c'est comment on fait en sorte qu'elles restent, les femmes. Alors, on a plein de facteurs pour expliquer ça. Déjà, pour être grand chef, il faut plutôt, souvent dans les armées, les grands chefs, c'est plutôt des terriens ou des marins, le chef d'état-major des armées, on n'a pas encore vu, à mon sens, que ce soit quelqu'un de l'armée de l'air. Vous voyez, donc il y a déjà toute une hiérarchie, un symbole qui se met en place. Et après, en fait, pour être grand chef, ils sortent souvent de la Légion, de l'infanterie. C'est souvent des militaires qui ont un passé combattant, entre guillemets, irréprochable. C'est rarement des spécialistes du matériel. Et souvent, les femmes, en fait, elles vont plutôt être dans des spécialités, comme je vous le disais, un peu moins combattantes, où on va un peu plus les accepter. Est-ce que c'est elles qui veulent y aller? Est-ce que c'est la seule place qu'on leur laisse? Le débat est ouvert. Mais du coup, ça va être plus difficile de pouvoir, entre guillemets, rivaliser pour accéder aux plus grandes tâches, puisque déjà, dès le début, le parcours n'est pas le parcours idéal, en fait. Et l'autre aspect, c'est garder les femmes générales au plus haut niveau. Les femmes officiers, même celles qui font Saint-Cyr et qui sont très brillantes, c'est vraiment difficile. Au moment d'avoir des enfants, de gérer une famille, une vie, il y a vraiment une lassitude parce qu'elles se battent quand même beaucoup pour pouvoir être respectées, pour pouvoir... et donc, elles restent pas, en fait. Donc, il y a quand même un problème de rétention qui est réel et qui, du coup, fait que c'est difficile d'avoir un vivier de très, très haut niveau de femmes générales. On en a, mais ce ne sont pas celles qui murmurent aux oreilles des présidents, quoi. Voilà. Et donc là, on a un sérieux problème à la fois logistique, à la fois, si vous voulez, circonstanciel, structurel, mais aussi, bien sûr, politique et culturel. Justement, quels sont les préjugés, les discriminations que peuvent subir les femmes dans les armées, même au sens large, Je sais que ça peut commencer dès les lycées militaires. Une enquête de Libération l'avait révélé en 2018. Oui. Alors, y a énormément de pratiques, de discrimination, de sexisme dans les armées. Alors, comme ailleurs, je veux pas défendre spécialement les armées, mais c'est vrai que à un moment, on pointe souvent les armées du doigt en disant c'est un scandale, comme si la société française était irréprochable, le reste autour. Voilà. Quand même pas tout à fait le cas, donc voilà. Après, en fait, oui, on a des faits de discrimination, de violences sexuelles, on y reviendra peut-être, mais qui sont réels. Surtout dans les armées, la discrimination contre les femmes. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse quand je la regarde, c'est pas tellement les viols, les agressions sexuelles, les faits de discrimination qui sont évidents et qui donc tombent sous le coup de la loi, en fait. C'est plutôt
les petites blagues qu'on est censé prendre bien, parce que si on rigole pas, cette petite blague sexiste, on va passer pour la femme, la militaire, qui n'est pas drôle, et du coup, on risque une marginalisation. C'est se prendre des petites réflexions, c'est avoir le dortoir qui se trouve à 15 minutes à pied du réfectoire, alors que les hommes ont leur dortoir juste à côté, et du coup, quand on s'est changé après l'exercice pour ensuite venir dîner, ils ont tous bouffé, et vous êtes entre 5 femmes militaires à attendre, enfin toute seule au réfectoire. C'est plein de petites choses comme ça, et c'est ça qu'il faut regarder, je pense. Vous avez parlé un peu des violences sexuelles. En 2014, un ouvrage a révélé l'ampleur des agressions sexuelles dont les femmes militaires étaient victimes. Je le cite, c'est « La guerre invisible, révélation sur les violences sexuelles dans l'armée française », écrit par les journalistes Leila Minano et Julia Pasquale, aux éditions Les Arènes. Qu'est-ce que cela a apporté, ces révélations comme changement? Est-ce que ça a été suffisant? Non, ça a ouvert un peu la boîte de Pandore. Donc ce livre a eu un vrai effet là-dessus, où les armées ne pouvaient plus faire semblant que, oui, le verre dans la pomme, mais sinon tout va bien, vous voyez. Souvent traités comme ça quand même, les cas d'agression sexuelle. Donc les armées françaises ont mis en place une cellule qui s'appelle la cellule Thémis, qui est censée justement traiter les plaintes, enfin en tout cas les plaintes déposées pour violences sexistes et sexuelles au sein des armées. Le problème de cette cellule Thémis, en fait, c'est qu'elle est formée par des inspecteurs, donc des militaires, et que du coup c'est un petit peu l'armée qui gère elle-même des cas qui devraient être observés par des entités extérieures pour être sûr qu'on ait une neutralité, une objectivité, etc. Donc l'ouvrage a en effet donné lieu à une forme de remise en question et à la création de cette cellule Thémis, mais les scandales qui ont éclaté l'année dernière, en fait, sur les cas de violences sexuelles, ont bien montré la portée limitée de ce dispositif. C'est pas encore la panacée, quand même. Il y a les violences dont les femmes peuvent être victimes, mais il y a, avec les armées, les violences qui sont exercées par les femmes. Est-ce que ça reste pas un impensé au sein de l'institution militaire française? C'est vraiment une bonne question que vous me posez, parce que moi, alors on me l'a souvent posé, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les femmes dans les guérillas, donc du coup, l'exercice de la violence politique, voilà, ça c'était un débat. Mais la violence des femmes, elle est un impensé, ça c'est sûr. Peut-être de moins en moins, parce qu'on en parle, etc. Mais c'est pas encore... ça fait encore débat. De voir un militaire comme quelqu'un de violent, c'est aussi un impensé. Enfin, les militaires français, ils se considèrent pas comme violents. Donc, en fait, la violence elle-même est un impensé dans le fait militaire, puisque les armées sont le bras armé de la nation. C'est la violence collective et légitime d'une nation. Et pour autant... on n'a pas du tout la même approche de la violence de guerre ou de la violence armée qui va être exercée par une armée régulière que par un groupe comme les FARC en Colombie, par exemple. Et je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de cette réflexion-là si on veut penser à la violence exercée par les femmes. Aucune des militaires que je connais, et certaines ont des fonctions tout à fait combattantes, se voient comme des femmes violentes. Voilà, ou exerçant la violence. Je sais que c'est un des points de réflexion de votre travail de chercheuse. Pourquoi l'intégration des femmes dans les armées suppose-t-elle en soi une réorganisation du système de valeurs qui fait cette cohésion du monde militaire quand il faut aller au front, combattre pour ceux qui sont amenés à le faire? On parlait tout à l'heure d'idéal guerrier, viril, du combattant, qui, en fait, s'assoit sur sa masculinité pour, quelque part, justifier, justement, ce recours à la violence. On a une grille de lecture du militaire qui est l'homme, la violence, la guerre, ça va ensemble. C'est quelque chose qui fait partie de nos représentations innées. C'est presque des archétypes. C'est pas quelque chose qu'on remet en question. En revanche, si on met une femme... c'est comme un petit grain de sable dans ce rouage. Et là, on commence à se poser des questions qu'on ne se posait pas nécessairement avant. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de s'interroger sur la place des femmes dans les armées. C'est pas juste de mettre des femmes là, et voilà. C'est de se dire, ah, mais alors si je regarde les femmes dans les armées, je suis obligée de regarder les armées différemment et du coup de m'interroger sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles sont, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Si c'est pour juste dire des chiffres, des femmes, voilà, c'est dur, elles sont discriminées, ben d'accord. Mais... Et du coup... quand on entre avec cette vision-là, on se rend compte que finalement, le faire la guerre, ça reste quand même ontologiquement pensé depuis le masculin, où les femmes n'ont pas leur place.
Alors, ça peut paraître abstrait et très chercheur, mais si on prend, par exemple, un exemple concret, on pense aux armées de la Troisième République. La conscription. La conscription, elle élimine les femmes qui étaient assez présentes dans les armées. On a des lavandières, on a des travailleuses sexuelles, on a des femmes qui suivent leur mari. Enfin, c'est toute une autre histoire. Mais des femmes au sein des troupes ou dans les combats, on en a eu pas mal dans l'histoire. Mais la Troisième République, avec la conscription, les femmes dehors. On n'en veut vraiment plus. Et on a cette espèce de construction de la citoyenneté qui se base sur la masculinité et le fait d'avoir fait son service, qui se met en place et qui est notre héritage quelque part. Et du coup, mettre des femmes dans les armées, c'est forcément rompre ça. Et ça va sembler politiquement incorrect, mais quelque part combattre, du coup, c'est un privilège. Puisque combattre, c'est être citoyen. Donc, être préservé du combat, c'est aussi quand même rester en arrière-ligne du combat, entre guillemets, politique, si vous voulez. Donc, de mettre des femmes au combat, c'est tout repenser, quoi, quelque part. Justement, est-ce qu'on est en train de le repenser en France, par exemple, nation démocratique, ouverte à la recherche, aux nouvelles pensées, ou pas forcément ? Absolument pas. Mais pas qu'en France, je vous rassure, on ne le repense nulle part. Là, on a des grands débats sur les femmes dans les armées, la prise en compte des femmes dans les conflits armés, ça y est, c'est visibilisé. Mais on n'en est pas du tout encore à repenser notre rapport à la guerre et ce que c'est la guerre depuis une perspective, on va dire, de genre, où en se disant, OK, en fait, on va déconstruire ces notions-là ou ces prénotions. Non, on n'est pas du tout là. D'ailleurs, et on n'en est pas là pour plein de raisons. C'est-à-dire que si vraiment on déconstruisait notre rapport à la guerre dans une perspective de genre, ça ferait pas du tout les affaires du moment, de l'Europe qu'il faut réarmer, de cette guerre à laquelle il faut se préparer, de discours extrêmement virilistes. Donc non, on n'est pas... on a quand même parlé de réarmement démographique il n'y a pas si longtemps. Donc voilà. Et le discours de guerre de haute intensité, par exemple, il était... il émerge bien avant la guerre en Ukraine, en réalité. Enfin, ça, vous le savez pour le coup, mais... Donc non, on n'est pas du tout en déconstruction, là. Pour rebondir, l'armée française elle a essentiellement une pratique expéditionnaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Le retour de la guerre de haute intensité qu'on mentionnait, comme on peut l'avoir en Ukraine, est-ce que ça peut changer la place des femmes dans les armées ? C'est une question assez ouverte. Alors là, du coup, je vais plus supputer que réellement faire une analyse. Je suis pas sûre. En fait, je pense que structurellement, non. C'est-à-dire qu'en fait, la guerre de haute intensité, la guerre tout court, elle est généralement néfaste pour les femmes et l'égalité de genre. Enfin, on peut le retourner de toutes les façons qu'on veut. En général, la guerre n'est pas bonne pour les femmes. Mais en fait, elle est bonne pour personne, mais c'est un autre débat. En revanche, une guerre de haute intensité qui va nécessiter un engagement accru, qui soit armé ou qui soit en arrière, citoyen de l'opinion publique, etc., a besoin des femmes. Et quand on a besoin des femmes, on fait un effort pour que quand même elles aient une place un petit peu plus valorisée. Donc, ça peut quand même aussi contribuer à ce que les femmes prennent plus de place. Je pense pas cependant, elles prendront plus de place en termes de chiffres. Je ne sais pas si elles prendront plus de place en termes de commandement, de capital symbolique. Non. Ça, on verra pas de femmes chefs de guerre ou décidées ou signataires de traités, quoi. Voilà. Je pense qu'au contraire, ça sera plutôt un recul. Merci Camille Boutron. Merci à vous pour l'invitation. Pour suivre l'actualité des armées et plus largement les questions de défense, je vous invite vraiment à vous abonner sur l'express.fr. N'oubliez pas non plus de suivre l'état-major sur votre application de podcast, que ce soit Apple Podcast, YouTube ou encore Spotify. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. L'état-major, le podcast défense de l'Express, c'est un mardi sur 2. Je vous retrouve donc pour un nouvel épisode le 20 mai.